Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue sur NAS for TV, la télévision qui monte au niveau de la Suisse. Et aux web téléspectateurs de tous les autres sites qui nous suivront, nous vous souhaitons de très bonnes conditions d'écoute. Nous recevons en premier lieu M. Bafwa Moubengaï, qui est connu dans le milieu associatif en Suisse, notamment à Genève, comme étant le président du FCE, la Fédération des Congolais de l'étranger. Pas président, conseiller fédéral. Voilà, comme étant le conseiller fédéral du FCE. Ouais. Et comme il a été membre de l'AFDEL, donc c'est un véritable puits de culture sur le plan historique, et il va nous renseigner beaucoup là-dessus. Et avec lui, on finira par parler de l'actualité actuelle, par exemple la victoire des FRDC face au M23 et les négociations de Kampala, par exemple. Alors, Monsieur Bafwa Moubengaï, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et vous vous êtes déplacé de Genève à Lausanne pour parler du Congo, un pays qui vous passionne. Tout d'égo, je vais vous poser une question. Avez-vous un parcours politique? Je ne peux pas me considérer comme un acteur politique puisque je ne le suis pas, je n'ai pas assumé des responsabilités politiques, mais je suis un patriote vraiment engagé. Je me passionne pour ces bijoux, que je considère comme un bijou, le Congo. Et je trouve dommage qu'il ne suscite pas autant d'enthousiasme chez les Congolais qu'il suscite chez les étrangers. Les étrangers viennent chez nous, ils adorent le Congo, ils veulent y rester, ils veulent l'exploiter, ils s'y enrichissent et ils partent. Mais moi je considère que ces bijoux-là, actuellement, nous échappent. Et les Congolais devraient se mobiliser pour se réapproprier le Congo. Et ils doivent se mobiliser comment? Dans les secteurs associatifs ou en faisant la politique? Aujourd'hui, si je devais lancer un appel, c'est un appel malheureusement pathétique que je lance plutôt au nom du nationalisme. Ce n'est pas un terme dépassé. Aujourd'hui, un pays qui je considère comme colonisé, néocolonisé par ses voisins, il a besoin que ses propres fils se décident, se rassemblent, soient unis pour se dire nous devons nous mettre au service du pays. Et se mettre au service du pays, ce n'est pas seulement par des voies associatives, c'est par tout ce qui est action qui peut permettre de créer un lobby qui peut agir au niveau auprès des institutions internationales, auprès des États partenaires, de différentes manières. Moi, je vois l'action qui peut permettre de ressortir le Congo de ces gouffres, ce sont des actions, par exemple, de l'armée, par exemple. Pourquoi pas? La première chose, ça aurait été l'armée, mais l'armée aujourd'hui, on a en face des armées beaucoup plus fortes que les armées congolaises qu'on peut monter comme ça, mais des actions diplomatiques, des actions auprès des institutions internationales, des manifestations de rue, changer l'opinion. Voilà, vous faites un très bon travail de journalisme qui peut permettre d'expliquer ce qui se passe dans un pays comme le Congo. Figurez-vous, si je peux garder la parole, oui, figurez-vous qu'aujourd'hui, on compte des millions de morts congolais. Avant l'an 2000, ça s'est monté à 2 millions de morts. Et ce sont des victimes congolaises de la guerre d'exploitation néocolonialiste menée par le Rwanda et l'Ouganda. Et qu'est-ce que ça soulève au niveau international? Pas d'émotion. On compte des viols des femmes. Et ces femmes, ce sont nos enfants, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, etc. Il n'y a pas de réaction. Et quand on parle du génocide rwandais qui a fait couler tant d'encre, c'était quand même, je ne suis pas négationniste, mais c'était quand même quelques 800 000 personnes. Et là, nous parlons en termes de millions. La population suisse, elle est de combien? C'est une population de même pas 8 millions d'habitants. Imaginez que c'est toute la population suisse qui a été exterminée. Comment
la communauté internationale peut rester indifférente devant un tel phénomène. Alors, plutôt que de compter sur la communauté internationale, il faut d'abord compter sur ses propres forces. Et les propres forces, c'est les Congolais, c'est la volonté de changer des choses, c'est la communion, la cohésion. L'union fait la force. Et si on commence par là, notamment dans la diaspora suisse, où on a des institutions internationales, où on a l'exemple d'un pays petit, sur le plan démographique, sur le plan territorial, qui est devenu une puissance, on peut s'inspirer de la Suisse pour dire que le Congo peut se réapproprier son destin. Alors, pour mettre vos propos en perspective, nous allons légèrement vous découvrir, l'homme. Voilà. Quelle est votre formation? Moi, je suis historien et économiste de formation. Je suis un agrégé d'histoire, donc je suis destiné à l'enseignement. Et c'est le métier que j'ai exercé. Et vous avez étudié dans quelle université? J'ai étudié à l'université de Fribourg. Ici en Suisse? Ici en Suisse. Le canton de Fribourg, c'est un canton catholique, et c'est une université catholique. J'ai aussi étudié à l'université de Genève, où j'ai fait le diplôme. Genève, c'est là où vous habitez d'ailleurs? C'est là où j'habite. Et donc, ici, nous sommes à Lausanne, où se trouve le siège d'Enas for TV. Donc, Lausanne a l'avantage d'être au milieu donc entre Genève et Fribourg. Donc, j'ai vécu à Fribourg, où j'ai fait mes premières formations. À Lausanne, j'ai fréquenté l'école, l'IDEA, l'Institut de hautes études en administration publique. Ça, c'était après ma licence en histoire. Et puis, à Genève, j'ai étudié à l'école sociale. Voilà, donc... Alors, quand on a fait ce genre d'études dans un pays réputé pour la qualité de ses universités, comment arrive-t-on dans une structure telle que l'AFDEL? Parce que vous avez été membre de l'AFDEL. J'ai été membre de l'AFDEL dans de très bonnes circonstances. Nous avions organisé les symposiums, c'était dans l'association que j'ai présidée à l'époque, s'appelait Forum des patriotes zaïrois, on était encore zaïrois à l'époque. On avait organisé un grand symposium à Blankenberg, en Belgique, à côté de la mer du Nord, là-bas. Et c'est pendant ce symposium, nous avions commencé, je crois, le 30, et le symposium le 30 octobre, et devait se terminer, je crois, le 3 novembre. En plein symposium, on apprend la guerre la guerre de libération. Et on avait l'avantage de réunir ce qu'on appelle la crème intellectuelle du Congo à l'époque. Je peux vous dire que les gens qui ont été mis à contribution, c'était les Mbokolo, c'était les Tchiembe sur le plan politique. Oui, la Tchiembe, vous voulez dire. Oui, la Tchiembe, oui, hein, professeur Tchiembe. Bokolo, Eli Kiambokolo, donc un grand historien que vous connaissez aussi. Oui, normalien en France. Voilà, ils ont été mis à contribution pour analyser ce qui s'est passé, pour nous dire ce qui s'est passé. Et entre nous, il y avait aussi des généraux, il n'y avait pas de généraux, mais il y avait des colonels, des majors de l'armée formés. Il y en a qui avaient exercé, et d'autres qui étaient encore aux études. On a analysé les choses. Le consensus qui s'est dégagé, c'était quand même de dire il n'y a pas pire que Mobutu à l'époque, c'est comme ça qu'on avait considéré. S'il y a une force qui peut nous aider à nous débarrasser de Mobutu, soutenons-la. Et puis après, on verra, puisque aujourd'hui, Mobutu nous a mis par terre. C'est comme ça, je suis parti de là avec la conviction qu'il fallait soutenir l'AFDEL. Et je suis resté en contact avec l'ambassadeur du Rwanda en Belgique, qui était en quelque sorte celui qui coordonnait la plupart des activités de Congolais qui voulaient adhérer au mouvement de l'AFDEL. Alors, il y a plusieurs personnes que j'ai mis en contact avec l'ambassadeur du Rwanda pour qu'ils aillent rejoindre le mouvement et puis qui ont assumé des responsabilités politiques, certains jusqu'encore aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de méfiance entre le Congo et le Rwanda. Et il y avait la méfiance au symposium de Blankenberg. Une bonne partie des Congolais, surtout ceux du Kivu, je vais taire leur nom, mais ils étaient convaincus que c'était invasion, donc la guerre d'invasion. Nous, on avait dit, mais nous avons besoin d'une alliance. L'explication qui avait été donnée, c'était de dire,
beaucoup de peuples ne se libèrent qu'avec le partenariat, avec les soutiens des autres pays. Pourquoi nous, on va cracher sur une proposition qui nous est faite? Ça fait longtemps que Mobutu règne chez nous, avec la complicité de la communauté internationale. Si dans cette communauté internationale, on a des Africains qui peuvent s'allier à l'opposition pour faire partie de Mobutu, pourquoi pas? C'était notre analyse. Elle peut s'avérer fausse aujourd'hui ou erronée, mais c'était notre analyse. Et moi, j'avais souscrit à ça. Je suis resté membre effectif de l'AFDEL jusqu'à la dissolution de l'AFDEL par ce qu'il avait créé. Alors, à quel moment avez-vous constaté que l'AFDEL commençait à déraper? Personnellement, je ne peux pas dire que l'AFDEL a dérapé. Je peux dire plutôt qu'on n'a pas su assumer. Lorsque vous sollicitez un étranger pour vous aider, vous vous préparez à pouvoir, on dit, à malin, malin et demi. Ce qui a manqué aux Congolais, c'est de rester cohérents, de rester unis pour pouvoir trouver des stratégies, de se sortir du piège qui a été celui d'accepter l'appui des étrangers, donc la coalition avec le Rwanda et l'Ouganda, pour nous aider. Alors pour moi, les premières erreurs ont été commises par le chef lui-même, donc Laurent Désiré Kabila. Il a commis des erreurs politiques assez importantes. Si vous n'êtes pas encore fort, vous ne pouvez pas gonfler le torse devant quelqu'un qui est plus fort que vous, qui vous a aidé. On n'a pas attendu le moment opportun pour dire... Donc vous nous avez expliqué le problème du rapport et cette affaire de l'ordre de priorité. Bon, en Belgique, lors du symposium de Blankenberg, il y avait beaucoup de gens. La plupart, c'était des intellectuels. Mais les originaires du Kivu avaient, comment dirais-je, l'avantage de connaître les terrains. Et ils connaissaient les Rwandais. Oui. Ils vous ont prévenu que les Rwandais étaient dangereux. Mais vous avez continué à travailler avec eux. Pour des intellectuels, c'est vraiment une erreur d'amateur. Non, mais je vous ai expliqué que nous avons fait une analyse. Nous avons fait une analyse, c'était un débat. D'ailleurs, même parmi les Kivusiens, si je peux les appeler comme ça, tous ne sont pas restés sur la même position. À force de débattre, quand on a évalué qu'est-ce qui était profitable pour le pays, on a considéré qu'il fallait le départ de Mobutu, puisque c'est le combat qu'on a mené sous plusieurs formes, on n'a pas réussi. Oui, à propos du départ de Mobutu, déjà à l'université de Fribourg, vous avez organisé, je pense, la première manifestation structurée contre lui. Contre lui, nous avons fait plus que ça. Avec l'association des étudiants zaïrois de Fribourg, on a organisé la première manifestation après la mort des étudiants au campus de Lubumbashi. Voilà. Donc c'était une première manifestation officielle avec des autorisations reçues des autorités helvétiques. Mais on a fait plus que ça. Lorsqu'il y a eu ce blocage au niveau de la conférence nationale souveraine, le gouvernement de transition qui n'a pas fonctionné, nous avons organisé, là c'était avec le forum des patriotes zaïrois, donc FOPAZ, on a organisé la première séance en Suisse, au Parlement suisse, ce qui est devenu peut-être à la mode maintenant aujourd'hui, pour la première fois, quand je vous parle de lobbying, qui est une manière efficace de faire connaître sa cause. Donc nous avons été en contact avec un parlementaire qu'on a approché de très près, qui nous a aidé, un parlementaire du Parti socialiste suisse, qui nous a aidé à entrer en contact avec le président du Parti socialiste suisse à l'époque, Peter Boderman, et nous avons organisé une séance d'information des parlementaires suisses. Alors, la Suisse que qu'on considère comme un petit pays ici, c'est à partir de la Suisse, sur nos propositions, qu'il y a eu le gel des avoirs de Mobutu, qu'il y a eu la mesure de refuser les visas à l'entourage de Mobutu. Tout a commencé ici en Suisse. C'était une séance à laquelle avait participé Colette Bachmann, la journaliste belge. Très contestée. Très contestée aujourd'hui, mais il faut aussi savoir qu'à un moment donné, elle a beaucoup contribué à faire éclater
la vérité sur le régime de Mobutu. Il y avait, parmi les politiciens, on avait Madame Kasavubu, qui était la représentante à l'époque de l'UDPS en Belgique. Donc, ça s'est focalisé autour de ces deux personnalités pour expliquer un peu davantage ce qui s'est passé au pays. Et puis vous aviez aussi organisé quelque chose en Allemagne. Il y avait, je pense, des manifestations Francfort, mais qui avaient été annulées en dernière minute. Voilà, donc la tentative d'organiser la diaspora, de faire en sorte qu'il y ait une coordination de la diaspora, remonte à plus longtemps. C'était en 1995 qu'on a organisé le premier symposium, c'était à Puydou. À Puydou, c'est juste à côté ici de Lausanne. C'était en 1995. Et on l'a appelé finalement pré-symposium, puisqu'on a souhaité que le symposium, proprement dit, se déroule à Francfort. Et à Francfort, on a fait venir plus d'une trentaine de députés du Haut Conseil Parlement de Transition. HCROPT. Voilà. Au commissariat de la transition. Et il s'est fait que, voilà, encore une tare des Congolais, c'est la rivalité, l'ego. Donc, il y a professeur Mbaya, professeur Mbaya qui est décédé, qui a voulu être président de la coordination de la diaspora avant même la tenue du symposium. Et comme on lui a signifié que ce n'était pas normal, il faut qu'on se retrouve et puis qu'on passe par les élections et puis on va désigner notre comité. Et comme il a compris qu'en passant par les élections, peut-être qu'il n'allait pas passer, il a saboté ce symposium. Donc la veille, il a téléphoné aux autorités allemandes pour leur dire que le fils de Mobutu allait participer à ce symposium. Et comme il y a des opposants très déterminés, il y aura des bagarres, il y aura des morts. Est-ce que les autorités allemandes, vous voulez assumer ça? C'est ainsi que les autorités allemandes ont décidé d'annuler ce symposium. Donc il n'a pas eu lieu. Il a été reporté à Blankenberg. Et à Blankenberg, vous avez fait celui dont vous avez parlé au début de l'émission, oui. D'où est sorti un document quand même assez intéressant sur un projet de société pour le Congo. Voilà, qui est devenu ce projet de société? Ce projet de société, d'abord, il a été, selon ceux qui sont partis, comme je vous ai dit, qu'après le symposium, donc l'AFDEL est entré à gagner la guerre, il y a plusieurs Congolais qui sont partis de la diaspora, qui étaient avec nous. Et chez Okitoun, et consort. Chez Okitoun n'était pas avec nous à Blankenberg. Oui. On a continué l'organisation de l'AFDEL au niveau suisse. Moi, j'ai collaboré avec lui dans l'organisation de la cellule de l'AFDEL en Suisse. Mais il y a eu plusieurs personnes, d'autres qui sont partis et qui ont puisé dans ces documents pour présenter ce qu'ils ont montré leurs compétences dans tel domaine. Mais les documents existent. Pour moi, c'est un document qui fait une synthèse de ce qui s'était passé à la conférence nationale souveraine et qui apporte un plus. Donc c'est un projet de société qui peut être appliqué aujourd'hui. C'est sorti sous forme de livre, puisque le président du symposium, l'abbé Constantin Panou, a fait publier ça sous forme de livre, qui est toujours là. C'est dommage que je ne l'ai pas ici. Alors, c'est un document de très bonne qualité, de très grande valeur, qui aborde tous les aspects de la vie politique au Congo. Ben, les aspects de la vie politique, l'AFDEL s'est sabordé, il y a eu la Deuxième Guerre et il y a des personnes qui sont revenues au pouvoir. C'est vous qui détenez la vérité historique par rapport à cela, puisque membre de l'AFDEL, et vous avez aussi la formation historique qu'il faut. Comment s'est fait la passation de pouvoir le jour du 17 janvier 2001 ? Non, sur quelle base des critères les vieux loups de l'AFDEL ont-ils procédé pour céder le pouvoir à Joseph Kabila? Non, l'AFDEL a fonctionné de manière amateur, hein, je peux parler comme ça. Et c'était aggravé encore avec ce que moi j'appelle l'état des Congolais, l'égoïsme des Congolais. Donc celui qui avait une parcelle de pouvoir, il ne pensait qu'à protéger ses intérêts. Ce qui fait que même la passation de pouvoir, si on s'était appuyé sur un pacte, à Blankenberg, on a signé un pacte proposé par le prêtre dont je vous parle là, qui a dit on ne trahira jamais notre pays. Et si on reste unis, on peut apporter beaucoup de choses à ce peuple congolais. Et qu'on a l'avantage d'avoir étudié,
d'avoir vécu à l'étranger, dans différents pays, etc., nous avons des atouts qu'on peut mettre au service du pays. Mais quand les gens se sont retirés, ceux qui ont trouvé des postes au pays, ils ont coupé les relations avec nous. C'est dans ce sens-là que ce qui s'est passé quand Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir les 17, il ne s'appuie que sur un entourage égoïste, et je peux citer quelques noms. Moi, je me suis retrouvé avec Kakoudi dans le bureau de l'ambassadeur du Rwanda en Belgique. Tout ce qu'on lui a fait comme proposition, par exemple, pour qu'on puisse s'organiser aussi entre nous, les Rwandais étaient organisés entre eux, qu'on puisse aussi s'organiser entre nous, il n'a pas pris compte de ça. Je peux vous citer des gens qui sont partis de la Suisse ici, avec qui on a travaillé jusqu'à la dernière minute. La seule personne peut-être avec qui je suis resté en contact le plus longtemps possible, c'est chez Okitoun. Mais les autres, je peux vous donner un exemple, d'ailleurs assez parlant. Lorsque l'AFDEL a gagné, j'ai sollicité par l'intermédiaire de mon ancien professeur une émission pour dire les Congolais que l'on voit ici, que l'on côtoie au quotidien, qui sont parfois des demandeurs d'asile ou qui ne valent rien ou qui sont des étudiants, ce sont des Congolais qui peuvent jouer des rôles. Par exemple, il y a un changement politique au pays, il y aura des Congolais qui vont assumer des responsabilités et ils vont profiter du fait qu'ils ont vécu dans un pays organisé et ils vont apporter quelque chose au peuple congolais, notamment dans l'administration congolaise. Les journalistes sont venus une seule fois chez moi, j'habitais encore Fribourg, et quand le projet est arrivé aux yeux de mes compatriotes qui avaient quitté la Suisse, qui étaient maintenant au pouvoir au pays, ils se sont organisés pour dire, mais celui-là, il ne vaut rien, il ne représente rien, c'est à nous qu'il faut poser la question. Et quand on leur a donné maintenant de passer dans l'édition, au lieu qu'ils montrent ce qu'ils vont apporter, puisqu'ils ont vécu en Suisse, un pays organisé, et ils ont la possibilité maintenant d'appliquer d'autres méthodes que celles de Mobutu qu'on a critiquées, mais à l'émission, ils n'avaient rien à dire. Ils montraient les toilettes, ils montraient les établissements où il a étudié, et ils disaient, mais voilà ce que c'est devenu, ça pue, etc. C'était une émission vide. Je ne sais pas s'il y a des Congolais ici en Suisse qui ont suivi cette émission. C'était une émission complètement vide, alors que c'était une émission qui aurait pu apporter de la matière à la fois aux Congolais et à la fois aux Suisses. Donc c'est cet égoïsme-là qui a fait que les gens puissent choisir celui qui garantissait le plus leurs intérêts autour de la table lorsque Laurent Désiré Kabila est mort. Voilà. Ah, voilà. Parce que c'est ça, c'était au fait ça le sens de ma question. Oui, ah, voilà, je comprends. Donc vous êtes... Non, mais alors en ce moment-là, il faudrait que j'insiste sur un fait. Puisque aujourd'hui, quand on se pose des questions, mais quelle est la situation réelle du Congo aujourd'hui? On se dit, mais Laurent Désiré Kabila a été remplacé par son fils. Alors, cette filiation est discutable à plusieurs niveaux. Mais je ne peux pas vous donner des éléments objectifs aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on peut regarder déjà par rapport aux Congolais? Comment un pays de 80 ou 60 millions d'habitants, à 50 ans, presque 50 ans après l'indépendance, donc ils ont des gens formés dans différents domaines. Comment ils peuvent accepter qu'un gamin qui n'a jamais vécu dans ces pays-là vienne et qu'on lui donne les responsabilités de la magistrature suprême et que ça reste comme ça, 10 ans après, on accepte cette situation et puis on continue à le louer dans tous les médias. On trouve. Alors, on peut dire que c'est un génie, on lui donne le pouvoir, alors il faut qu'il nous prouve qu'il est un génie. Et aujourd'hui, quand je prends n'importe quel critère, le Congo est le dernier en tout. Alors, sans parler de la misère de la population, sans parler de l'occupation rwandaise, et j'étais, ça peut vous édifier, j'avais reçu chez moi à la maison des jeunes Camerounais qui étaient venus installer les décodeurs. Qu'est-ce qu'ils me disaient? Les Congolais nous ont beaucoup trahis. Pour moi, s'il y a un peuple minable, vous êtes vous les Congolais. Et je vous le dis avec affection. Vous êtes minables,
puisque vous ne pouvez pas être la risée de tout le monde comme vous l'êtes aujourd'hui. Et moi, je souscris à ça. Les Congolais sont des minables. Mais on ne l'a pas toujours été. Figurez-vous que quand on parle de la décolonisation, un peuple vaillant, un peuple de valeur qui a arraché son indépendance. Vous connaissez ce discours de Mobutu, pardon, excusez-moi, de Lumumba, que l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique au peuple congolais. Nous l'avons arraché. Des hautes luttes. Des hautes luttes. Sous Mobutu, je l'ai critiqué ici, on pouvait être traité de lamentable, donc des gens qui font pitié. Nous, aujourd'hui, nous sommes des minables. Je partage cette réaction des Camerounais qui disent que vous êtes lamentable puisque vous êtes la risée de tout le monde. On assassine, on viole, il n'y a pas de réaction. Et on voit des Congolais qui passent devant la télé et qui défendent l'indéfendable, qui trouvent des discours cohérents pour expliquer ce qui se passe au pays, alors que c'est inexplicable. Donc, tant que les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble, notamment dans la diaspora, dire que nous devons faire émerger notre leadership politique, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est dans ce sens, dans ce cadre que vous avez créé la FCE, Fédération des Congolais de l'étranger. Alors, la Fédération des Congolais de l'étranger, c'était une réaction à l'échec de ce qui s'est passé à Blankenberg. On a créé la coordination de la diaspora avec le professeur Eli Kiambokolo comme président de cette coordination. Mais il a participé aux concertations nationales. C'est une déception de plus. Des plus, il y en avait d'autres avant. Oui, puisque quand il a pris la direction de la coordination de la diaspora, on attendait de lui qu'il puisse cimenter et qu'il puisse donner des objectifs à cette diaspora. Ce n'est pas rien. On avait des Congolais qui étaient venus des États-Unis, qui étaient venus de toute l'Europe, y compris de l'Europe de l'Est à l'époque, de l'Afrique. Et on se retrouve là, on crée une coordination de la diaspora. On prend le que je peux considérer comme le meilleur d'entre nous, puisque c'était le plus prestigieux. Eli Kiambokolo, on lui confie la direction. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Et il part là-bas, chez chef de poste. Est-ce qu'il méritait, est-ce que c'est quelqu'un qui méritait qu'il aille solliciter un poste? C'est quelqu'un qui devait rester, diriger la diaspora. On allait les solliciter pour lui donner les postes. Les Congolais sont des minables puisqu'on est des valets. On est des valets de tout le monde. Imaginez, moi, quand j'ai vécu encore au Congo, les Sénégalais qui étaient chez nous, ils étaient des simples trafiquants de diamants. Et on les appelait des patrons, on se mettait à leur service. Les Libanais que j'ai laissés, puisque quand j'ai quitté le Congo, c'était les Libanais qui commençaient à monter en puissance. Et ces Libanais, on les appelait des patrons, je peux comprendre, les petits peuples qui cherchent à survivre. Mais qu'aujourd'hui, donc il y a des décennies en arrière, que j'apprenne que ces gens sont sur le plan politique importants. Ce sont des choses qui devraient révolter, puis ça me révolte. J'ai vu sur le site de la FCE un article sur les 400 femmes congolaises réduites en esclavage sexuel au Liban. Et voilà, et avec la complicité de certains acteurs politiques congolais. Donc, on prend les jeunes femmes, au-delà des viols qui sont pratiqués à l'Est sur nos sœurs, et ailleurs, à Kinshasa même, des responsables politiques entrent dans l'esclavage des temps modernes. Ce n'est même pas l'esclavage des temps modernes, c'est le vrai esclavage de prendre des filles, les vendre aux Libanais comme des outils sexuels pour les Libanais ou soit pour aller faire le ménage. Et ce sont des choses qui se font au Congo et personne ne se révolte. D'où, pour moi, aujourd'hui, la FCE a existé, elle a quelques tard pour pouvoir aller plus loin. Aujourd'hui, nous disons, pour qu'on réagisse à cette situation du Congo, il faut que les Congolais de la diaspora peuvent apporter autre chose. C'est pour cela que nous militons pour les États généraux de la diaspora. Les États généraux de la diaspora, c'est quoi? Ce n'est pas encore une structure de plus, c'est pour faire le bilan, faire l'inventaire. Il y a eu tant d'initiatives, elles échouent, pourquoi? Et nous avons des atouts, pourquoi on ne les utilise pas? Nous avons des exemples. Il y a des pays qui se sont libérés. Les Rwandais, ceux qui dirigent les Rwandais aujourd'hui, leur lutte a commencé par la diaspora. La lutte directe, en passant par la Tanzanie, l'Ouganda. Mais moi, avec FOPAZ, j'ai
c'est l'adresse qui était utilisée par le FPR en Suisse. Ce sont des vérités historiques que je vous donne là. On a travaillé pour rassembler de l'argent, soutenir le FPR. On connaît l'exemple cubain. Le Fidel Castro et son frère et les autres, ils sont partis des États-Unis, ils ont changé les choses. Pourquoi nous, Congolais, on ne peut pas le faire? Donc, la diaspora a un rôle à jouer. Elle peut être une alternative. Elle peut même avoir l'ambition de dire l'échéance 2016. Au plus tard, si on peut le faire plus tôt, ça serait bien. Au plus tard, en 2016, s'il y a des élections, d'abord, il faut qu'il y ait des élections. Si rien n'est changé jusqu'à là, et quand il y a des élections, pourquoi la diaspora ne peut pas présenter un candidat? Ben, pourquoi ne vous mettez-vous pas en contact, par exemple, avec Sylvain Boutin-Dialon, qui parle aussi de la même chose par rapport à la diaspora? Ou François Mboukou en France, parce qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle l'Union congolaise de la diaspora, l'UCD, et qui avance quand même assez bien en France. Pourquoi ne pas mettre ensemble toutes ces initiatives? On a comme l'impression que c'est des petits îlots dans chaque pays. La Grande-Bretagne de son côté, la France de son côté, la Suisse de son côté, la Belgique de son côté, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, idem. Oui, c'est dommage. C'est ce que j'ai dit, encore une des tares des Congolais, c'est de vouloir être roi dans des petites cellules de roi télé. De roi télé, c'est de vouloir être roi dans des petites cellules. Alors, les États généraux de la diaspora essayent de briser ça. C'est-à-dire que nous, on va faire une convention au niveau de la Suisse, on va repérer les différentes structures qui existent en Suisse, on va s'appuyer sur le pasteur, puisqu'il joue maintenant des rôles importants. C'est à eux, on va s'adresser à eux pour dire, mobilisez-vous, venez, la chose pour laquelle nous nous battons, ce n'est pas pour nous. Ce n'est même pas pour nos poches, c'est pour notre avenir. Le Congo, c'est un bijou. On ne va pas le laisser comme ça. Et nous avons la possibilité d'être nombreux. C'est parmi les diasporas les plus nombreuses aujourd'hui à l'extérieur. Ouais. Alors, nous avons des capacités de mobiliser. Plutôt que d'aller se battre pour empêcher les concerts de Jibin Pian et de mettre des vidéos sur Internet et se gonfler le ventre, croire qu'on a changé le monde, mobilisons-nous pour qu'on puisse un jour nous voir devant les Nations Unies comme d'autres nations le font, comme je ne sais pas, c'était les Palestiniens, etc. En Europe, les Kurdes aussi. Les Kurdes, voilà, j'ai pensé aux Kurdes. Qu'on nous voit, par exemple, 1 million de Congolais devant les Nations Unies protester, dire qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord de ce qui se passe au pays. On n'est pas d'accord que les gens entendent qu'il y a plus de 8 millions de morts. Les Suisses n'ont jamais entendu. Peut-être qu'on ne parle pas suffisamment. Alors que quand il y a eu les génocides rwandais, tout le monde le sait. Pourquoi? On parle plus vite. Alors là, ça nous donne l'occasion, avant de clôturer cette émission sur NASFOR TV, de passer à l'actualité, d'avoir votre point de vue d'historien par rapport à l'actualité actuelle. Comment expliquer que la Belgique, en Belgique, il n'y a pas une place qui s'appelle Congo? Si je vous pose cette question, c'est parce qu'il y a par exemple à Paris, en plein Paris, juste dans le 15e arrondissement, il y a la place du Congo, Congo-Brazzaville. À Pantin, il y a la place de Brazzaville. À Leipzig maintenant, il y a un monument pour Patrice Emery Lumumba et à Berlin aussi. Et en Russie, il y a l'université Lumumba. Et je peux citer plusieurs exemples. Mais la Belgique qui s'est enrichie sous le dos du Congo, il n'y a rien. À Bruxelles, il n'y a même pas la rue de Kinshasa, où je ne sais pas comment, Matongi, c'est un surnom que les Congolais ont donné, la commune s'appelle XL. Alors vous, en tant qu'historien, comment expliquez-vous que la Belgique puisse avoir une telle amnésie, une telle ingratitude? La Belgique a considéré le Congo comme une source de revenus. Et elle s'est bien servie et elle n'a pas vu de Congolais lui demander des comptes. Il y a quelque chose déjà d'assez important qu'on appelle le contentieux belgo-congolais. Combien de Congolais se préoccupent de ça? Lorsque la Belgique a bien dit qu'elle nous a donné l'indépendance, elle a vidé les caisses et elle est partie avec. Combien de Congolais se sont mobilisés pour dire récupérons cet argent? Non. Les Congolais
ont toujours tendance à se mettre dans une position de victime, de croire que le monde doit s'adapter aux Congolais. Les Congolais doivent s'organiser pour le revendiquer. Et c'était, le Belge l'avait bien compris, c'est pour cela que quelqu'un comme Lumumba, il fallait l'éliminer. C'est lui qui avait le sang, qui aurait dû inoculer l'esprit de revendication chez les Congolais. S'il avait vécu plus longtemps, les Congolais qui sont restés, c'est un Congolais à qui on donne un peu de sous, quelques miettes de ce que les autres gagnent, et il s'était. Non, pour qu'on vous prenne en compte aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, que je considère moi comme un champ de bataille, il faut s'organiser et revendiquer. La Belgique, on peut lui revendiquer déjà beaucoup de choses sur le plan financier, sur le plan politique. On peut lui revendiquer aussi la reconnaissance. On peut lui revendiquer aussi les biens volés au Congo. Mais on ne le fait pas parce qu'on n'est pas organisé. La première étape qui devait inspirer la diaspora congolaise, c'est la volonté. La volonté de se mettre ensemble pour vouloir quelque chose. Identifier ce qu'on veut obtenir, identifier nos forces et nous organiser. Si on s'organise, on peut revendiquer à la Belgique beaucoup de choses, et notamment cette reconnaissance, un monument de Lumumba en Belgique, des rues, une place, des reconnaissances de tout ce qu'ils ont volé au Congo. Pourquoi pas débaptiser la grande place, place du Congo par exemple? Voilà. Bon, alors la dernière question, ça sera, que pensez-vous de la victoire des FARDC face au M23? Mais au Congo, moi je pense que les Congolais peuvent avoir une joie légitime de se dire on est débarrassé de cette force qui nous tuait sans pitié. Puisque la barbarie amenée par ces gens au Congo, c'est quelque chose de jamais vécu. Mais on peut aussi réfléchir qu'il n'y a pas de génération spontanée. Qu'est-ce que l'armée a fait entre-temps pour qu'elle puisse être à mesure de remporter une telle victoire? Et votre réponse? Comme on n'est pas en face d'une génération spontanée, donc... non. Votre interrogation suscite en même temps votre réponse. Moi, je remercie l'Organisation des Nations Unies d'avoir mis en place cette brigade d'intervention rapide et surtout les casques bleus sud-africains, tanzaniens. D'ailleurs, les discours du président tanzanien témoignent de ce qu'il y a comme détermination pour changer les choses dans la région. Donc, je remercie que c'est l'étranger qui a aidé le Congo à mettre fin à cette guerre avec les M23 seulement, puisqu'il y a d'autres groupes qui restent encore actifs là-bas. Et cette victoire n'est pas tellement militaire à mon avis. Cette victoire est d'abord politique et diplomatique. Donc c'est l'ONU qui a initié et qui est arrivé à ces résultats depuis l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour moi, c'est un acquis, il faut s'en féliciter, mais on ne doit pas fermer les yeux. On ne doit pas fermer les yeux, peut-être que la question vous allez me la poser, mais moi je prends le devant puisque bien sûr, les négociations de Kampala n'ont pas de sens. Vous allez vous poser justement la question. Les négociations de Kampala, ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire que l'Ouganda est agresseur du Congo et puis demander encore à l'Ouganda d'organiser les négociations. On ne peut pas dire que le M23 a été battu et que c'est une force négative et dire qu'on va négocier encore avec le M23. Et on paye l'hôtel de per diem du M23 à Kampala par le gouvernement de Kinshasa, une information officielle qui est sur toute la presse. Oui. Et Kinshasa n'a pas démenti aussi en plus. Et l'Occident qui demande ça aux Congolais, il s'appuie sur quoi? Lorsque Ben Laden a été attrapé, on n'a pas demandé qu'on allait faire des négociations avec Ben Laden. Quand il y a eu la victoire sur les nazis, ça fait maintenant plus de 50 ans. Et chaque fois qu'on attrape quelqu'un qui a collaboré à quelque niveau que ce soit du nazisme, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on le tue. Il est condamné, il est ceci, même quand il est déjà lui-même au chapitre de la mort, puisqu'il est vieux.
Et au Congo, on nous dit, les gens qui ont massacré, qui coupent, si on vous donne les images, puisque les Congolais n'exploitent pas suffisamment la communication, si on vous donne les images, alors il y a un député belge qui nous a fait un discours à la Commission des droits de l'homme. Il fallait être solide pour soutenir ses émotions, qui nous dit, on sort un enfant du ventre d'une femme, hein, donc la femme qui accouche, et on lui dit, on prépare la viande de cet enfant, on lui demande de manger. Ce sont des choses qui se font au Congo, que c'est ce soi-disant M23. Alors, moi qui ai participé, je peux être légitime pour le dire. Ce qu'on a appelé l'AFDEL, c'était déjà la même chose que le M23, en quelque sorte. C'était une coalition, donc, rwando-ougandaise ou ougando-rwandaise, avec quelques étiquettes congolaises. Voilà, donc on a fondé l'AFDEL sur l'accord de l'Emera, sur cette base-là. Et lorsque Laurent Désiré Kabila a voulu se débarrasser de l'AFDEL, donc de cette tutelle rwando-ougandaise, ils ont formé ce qu'on a appelé le RCD. Oui, avec des étiquettes aussi. Avec des étiquettes. L'Ouganda a formé les MLC. Oui, les accords de l'Emera ont été remplacés par les accords de Lusaka. Les accords de Lusaka avec le RCD ont été remplacés par les accords de Pretoria, de Sun City, etc. C'est toujours le même cycle. Qui n'a pas compris ça? Alors, il faut dénoncer ça auprès de la communauté, se mettre ensemble et dénoncer ça avec force et que ça s'arrête. 8 millions de morts, c'est trop. Et il est temps que ça s'arrête. Et on ne va pas attendre encore un geste de l'ONU ou de qui que ce soit pour qu'on dise voilà ce qu'on vous donne. Il faut que les Congolais s'organisent et avec détermination revendiquent d'abord la reconnaissance de leur génocide et puis revendiquent que les choses changent, les cartes, la donne change dans la région des Grands Lacs. Nous en avons les moyens. Et comme vous semblez beaucoup connaître sur le sujet, je vous garderai au cours d'une autre émission, mais ce sera en débat contradictoire, oui, avec des contradicteurs, pour en savoir un peu plus. Merci M. Bafouamou Moubengaï du FCE d'être venu depuis Genève juste ici à Lausanne pour nous faire partager vos connaissances. Merci beaucoup. Merci à vous.